J'ai juste participé à un défilé, j'ai été repérée et tout a commencé. Professionnel de rugby à même pas 19 ans. Agent de renseignement, je préfère ce terme-là qu'agent secret. Je suis désolé, mesdames, mais 007, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Des métiers qui font rêver et pourtant l'envers du décor est loin d'être si réjouissant. Au tout début, on m'a forcé à maigrir, on me forçait à prendre mes mensurations tous les lundis matins. Je devenais triste, je pleurais souvent. Tout le monde pense que ce sont des missions de 3 jours, 4 jours, mais ça peut être des missions de 7 mois. Quand vous rentrez, vous n'êtes plus le même homme, vos enfants ils ont grandi, ils ne vous reconnaissent pas. Donc vous êtes une pièce rapportée au niveau de la famille. Ils vont nous révéler ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ces métiers d'exception. Les blessures se sont enchaînées? Ouais, j'ai une plaque dans le bras, les chevilles, les muscles, voilà, c'est un petit peu pété dans tous les sens. Ouais. Un jeune vieux à 25 ans. Et une fois arrivé là-bas, on me tend un billet de retour pour la France, en me disant écoute, t'es trop grosse, ça va pas le faire. Devant vous se passe une scène difficile. Vous voyez un enfant qui est en train de se noyer et vous ne pouvez pas bouger. Parce que si vous bougez, votre identité va être dévoilée. Donc non, c'est pas si simple que ça. Ouais. Quand on me demande aujourd'hui, tu es fier de quoi? La première réponse, c'est je suis fier de mon père. Bonjour à tous, merci de votre fidélité et merci à Raphaël ainsi qu'à nos autres invités de venir partager leur expérience avec nous aujourd'hui. Raphaël, vous avez connu la très belle carrière de rugbyman, notamment comme ailier au sein du Stade Français, célèbre équipe. Et cela entre 1998 et 2005. Les moins sportifs d'entre nous vous connaissent aussi pour cette photo qu'on a du plaisir à revoir, tiré du fameux calendrier des dieux du stade dans lequel vous avez posé en 2003. Alors pour quelle raison avez-vous tenu à nous parler de votre parcours ? Parcours à la fois typique et atypique. Typique parce que c'est un jeune qui découvre un monde professionnel et qui se découvrait professionnel. Le rugby se découvrait professionnel depuis 95. Moi je suis arrivé, je débarquais de Picardie, un petit village de 700 âmes. Et je suis arrivé à Paris, 3 millions d'habitants, le Stade Français venait d'être champion de France. Et voilà, du jour au lendemain, en un an, j'ai été professionnel à 19 ans. Comme vous pouvez voir, oui, les calendriers, alors c'est toujours un petit peu le cliché du Stade Français, je les ai fait 5 fois. Et voilà, donc j'ai appris aussi avec beaucoup de pépins physiques la vie d'un sportif de haut niveau. Et je me suis formé au fil des cicatrices, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'après avoir pris de gros mollets, de gros bras, vous avez pris la grosse tête ? Je pense pas avoir pris la grosse tête parce que je savais d'où je venais, même si j'ai roulé dans les belles voitures. Il y a eu un petit peu tous les clichés d'une réussite éphémère. Après, vous en aviez conscience à l'époque que ça pourrait être éphémère ? Pas du tout. Voilà. C'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Comment vous avez vécu ce brutal retour à la réalité ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai arrêté en 2005 au Stade Français à 25 ans. J'ai couru après une forme de reconnaissance. J'ai fait un petit peu de théâtre et de cinéma. Je suis revenu au rugby 1 an. J'ai fait 8 déchirures cette année-là, déchirures musculaires. Et puis pendant 5 ans, je me suis plongé dans les livres qui sont devenus mes nouveaux entraîneurs et mes nouveaux référents. Quel genre de livres ? Pardon ? Quel genre de livres ? La philo, de la psycho, du coaching, voilà, surtout beaucoup dans le mental. Je suis devenu con. Voilà, je suis devenu un peu dogmatique avec tous ces livres parce que c'est vrai que... vous dites ? Oui, parce que au contraire, je trouve qu'il y a une belle évolution, positive. Après, l'évolution est arrivée après, sur les prises de conscience. C'est vrai que plongé dans les livres, je suis devenu un petit peu dogmatique, un petit peu à l'image des religieux. Je dirais pas des religions, mais en plus, c'est un peu la tête de Jésus, je trouve. J'ai 33 ans en plus, en espérant que je vais pas finir comme lui. Vous avez 33 ans, nous dites-vous. L'âge du Christ, donc je n'étais pas très loin. Et donc, vous êtes déjà à la retraite ? J'étais en pré-retraite au Stade Français à 25 ans et j'ai vraiment pris ma retraite sportive à 28 ans. Et c'est vrai que c'est ce décalage qu'on peut vivre. Même j'étais à la retraite en même temps que mon père. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de son corps? Qu'est-ce qu'on fait de son physique? Qu'est-ce qu'on fait de son mental? Notre plus-value, qui est justement le corps, on ne sait pas quoi en faire. Il n'y a plus de vie sociale autour et il faut se reconstruire, il faut s'humaniser. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu... on va parler des religions, on a un peu désacralisé les religions et les politiques se désacralisent par elles-mêmes. Aujourd'hui, on a tendance à sacraliser le sportif pour ce qu'il représente et pas obligatoirement ce qu'il est, je pense. Et voilà, comment arriver à s'humaniser
et à travers l'image qu'on a représentée, qui n'est plus du tout la même quand ça s'arrête. Alors, tout a commencé alors que vous aviez 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans? Vous étiez au lycée? Je suis au lycée, je passe mon bac, le Stade Français est intéressé par mon gabarit, donc je fais les sélections à Paris. C'est quoi votre gabarit? Vous mesurez combien? Je faisais 1m86 et 92 kg à l'époque. Et je fais les détections, donc je suis pris au Stade Français. Du jour au lendemain, je passe donc de mon petit village à 3 millions d'habitants. J'habite à La Défense, un appartement perché au 12e avec vue sur un cimetière, une autoroute et l'Arche de la Défense. Alors que l'horreur, non? pendant 18 ans, avec des arbres fruitiers et un marronnier, c'est vrai que ça change un peu la donne. Pendant un an, je suis surclassé en ce qu'on appelle les Réchelles, la catégorie phare des juniors. Les quoi? Les Réchelles. Les Réchelles? Les Réchelles, c'est la catégorie phare. C'est écrit en un mot? Oui, R-E-I-C-H-E-L-S. On est champion de France avec cette équipe-là, avec une belle équipe d'abrutis, on peut le dire, mais vraiment des bons mecs. C'est vraiment ces moments où l'enjeu n'était pas passé sur le jeu. Bernard Laporte est dans les tribunes et dit il a un physique d'enfer, un mental d'acier, on le prend. Je signe un contrat pro au mois de juin, je passe tout l'été à faire la fête et je suis professionnel de rugby à même pas 19 ans, au mois de septembre 99. Tout s'enchaîne très vite, je fais 10 bons matchs. Je prends la place de Christophe Dominici qui est parti en Coupe du Monde. C'est là où où je me suis vraiment régalé sur le terrain. En plus avec un groupe vraiment de mecs énormes, hors normes. Et on a gagné des titres ensemble, sauf que j'ai jamais joué une finale en fait de ma carrière. Pourquoi? Parce que les blessures, parce que les lacunes techniques aussi qui s'enchaînaient. On m'avait vraiment pris pour le physique. Et quand je parlais justement de l'importance du mental, mon entraîneur qui était mon référent croyait en moi et me disait il a un mental d'acier. Sauf qu'à ce moment-là, je marchais à l'affect et je pense que j'avais pas un si gros mental que ça, qu'il aurait été bien de le travailler justement avec mon entraîneur et le staff technique autour. Il y a un moment donné, vous nous avez confié à vous être ressenti maître du monde. C'était pendant quelle période? Je pense que la toute-puissance, ça a été entre 98 et 2005. C'est voilà, une course après un physique. Donc en un an, j'ai pris 8 kilos sans me doper. Et bon, j'étais en fin de formation physique. Donc j'ai pris 8 kilos, j'ai atteint 100 kilos et c'est vrai que j'étais très rapide. Mais après, voilà, les lacunes techniques et physiques se sont enchaînées et j'ai explosé. Donc vous en avez profité pendant cette période-là de maître du monde. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Il paraît que vous avez passé un été en boîte de nuit. Mais pas qu'un. En fait, on jouait devant, vous imaginez. Après, je dis, il n'y a pas d'éducation de notoriété, mais on jouait devant 10 000 personnes. Le soir, on sort dans des boîtes, alors que ce soit à Pau, à Toulouse et ailleurs, même à Paris. Et c'est vrai qu'on est accueillis à bras ouverts. En plus, il y a l'uniforme. Donc, on représente quelque chose. Et c'est vrai qu'on Quand vous dites à bras ouverts, c'est au sens propre du terme. Ouais. Par les filles. Mais aussi, ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie aussi du package je vais pas dire sportif de haut niveau, mais là, à ce moment-là, avec la notoriété, c'est sûr que voilà, ça attire les regards et ça apporte un petit peu de fantasme aussi. Avec le recul, vous revivez tout ça comment? C'était une chance, une grande chance? C'est une chance parce que ça m'a construit en tant qu'homme, je pense, parce que le fait d'avoir connu la notoriété, l'argent, la gloire, je me rends compte aujourd'hui, c'est pas ce qui m'a manqué en fait, quand ça s'est arrêté. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment toute la vie sociale autour, mes amis, la reconnaissance du travail accompli, mais pas obligatoirement les strass et les paillettes. Aujourd'hui, je pense comme je dis, je reviens sur les médias et notre responsabilité. J'ai fait les calendriers, on a représenté une espèce d'idéal qui aujourd'hui empêche de voir l'homme pour ce qu'il est à l'intérieur, et c'est un petit peu ce qui manque aujourd'hui, un peu d'authenticité, je pense. Alors, vous êtes blessé, donc les 2 épaules, et puis après, les blessures se sont enchaînées. Qu'est-ce que vous vous êtes blessé où? Ouais, j'ai une plaque dans le bras, j'ai le genou, j'ai un croisé postérieur, les chevilles, les muscles, voilà, c'est un petit peu pété dans tous les sens. Ouais. Comment vous viviez vos immobilisations? Dans la solitude. Parce que c'est vraiment le mot qui revient. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde vous oublie, tout le monde vous abandonne? Non, mais je pense qu'il y a une grande pudeur aussi. On est des hommes, donc on ne montre pas les faiblesses. Donc moi, je me remettais sous les barres de musculation, je faisais ma rééducation seule. J'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, 6 opérations, comme je l'ai dit, en 7 ans. Et on revient seul. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas un homme. On est un homme en devenir et les hommes sont nos référents. C'était le médecin, c'était le président et l'entraîneur. Mais la machine continue, on est 35 professionnels. Donc voilà, moi j'étais un élément qui était mis sur le côté et puis après je revenais ou pas. Et voilà, mais c'est vrai je pense qu'il y a aucune approche psychologique dans ce sport et c'est vraiment un manque criant, quoi. Il y a peut-être une place à prendre.
Oui, mais sans arriver en sauveur, c'est-à-dire de ne pas arriver en disant j'ai les solutions. Moi, j'ai des solutions ayant repris des études de philo et de psychologie, de coaching mental. Aujourd'hui, je témoigne auprès des jeunes, justement, pour aussi, et auprès des éducateurs pour dire voilà l'importance du mental. Mais dès qu'on parle de mental et de psychologie dans le sport aujourd'hui, on est taxé de fantasque, alors que je pense vraiment que ça peut être une plus-value pour le sport français. Ça paraît aberrant qu'on n'y pense pas plus. Mais moi, c'est une Bon, en tout cas, vous allez nous raconter que la chute a été aussi violente que la rapidité de votre ascension. Vous nous raconterez ça en deuxième partie, mais d'abord, nous allons saluer Yvonne, notre psychologue. Yvonne, vous allez commenter évidemment les témoignages de nos invités. À vous aussi, Yvonne, ça doit paraître aberrant qu'il n'y ait pas plus de prise en compte psychologique dans le monde du sport. Oui, d'autant qu'il y a beaucoup d'entraînement mental qui devrait se faire, parce que derrière la star attitude, eh bien, il y a qui? Il y a vous. Et vous dites combien vous étiez déjà très jeune dans l'affect, et plus que dans l'affect, je pense dans l'instinct. Vous étiez quelqu'un de très fougueux, et vous sentiez les choses, et vous y alliez sans vous écouter. Parce que dans ce que vous racontez, quand vous avez été promu dans l'excellence, dans la performance, vous avez oublié une chose, c'est d'écouter votre corps. Vous avez poussé les limites à l'extrême. C'est complètement dans le déni corporel. Total, parce que vous dites encore, qu'est-ce que je fais de ce corps? Comme si ce corps était quelque part robotisé et qui ne vous appartenait pas, mais il appartenait au public et à vos fans, et à vos entraîneurs. Vous parlez du corps, c'est vrai que quand j'ai arrêté, j'ai voulu faire du cinéma et du théâtre, et tout le monde m'a dit, avec la gueule que t'as, sauf qu'il y a toujours eu un décalage entre ce que je représentais à l'extérieur et ce que j'étais à l'intérieur. C'est un gosse dans un corps d'adulte, dans un corps de grand. Totalement. On va dire. Et pour arriver à l'équilibrer, il faut commencer à ouvrir la conscience. Chose qu'on ne fait pas du tout dans le sport et au-delà du sport, dans les métiers à notoriété forte. Mais au début, vous ne pouviez pas le faire parce qu'on vous a mis dans une posture d'invincible et de toute puissance. Donc c'était une euphorie totale. Quand on est dans la toute puissance, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on ne regarde pas l'entourage. On n'est que porté par des exigences extérieures et par exceller à tout prix. Et aussi, on vous met tellement dans une position où c'est très euphorisant qu'il n'est pas question que vous quittiez ce statut. Donc vous en devenez, malgré vous et à votre insu, addict. Vous êtes addict de la lumière, addict de cette posture et quelque part addict de ce corps qu'on présente de façon héroïque. C'est-à-dire qu'il y a quand même une complaisance, il y a un confort dans tout ça. Et ça, vous n'avez pas envie de le quitter. Alors, il y a un confort, oui, mais... Dans un premier temps. Dans un premier temps, mais qui a été éphémère. Moi, ça a duré sur 1 an, voire 2. Après, le confort est devenu un confort avec les cicatrices. Entre une vis là, des agrafes ici, une plaque avec 10 vis et j'en passe. Arrêtez, vous nous faisiez rêver, n'insistez pas non plus. Non, mais on s'en tient à cette belle enveloppe. Oui, mais derrière l'enveloppe, ce que vous dites, ce qui est intéressant pour résumer, derrière l'enveloppe, il y a vous. Et vous, c'est autre chose. C'est vous. Et c'est ça, c'est que j'ai cherché aussi, moi, des référents. Mais écoutez, des référents on va décacheter l'enveloppe en deuxième partie d'émission. Et nous avons hâte. Mais d'abord, nous allons faire la connaissance de Marie-Astrid. Bonjour, la seule femme de notre plateau. Vous êtes devenue mannequin, Marie-Astrid, à l'âge de 19 ans, alors que vous étiez encore à la fac. Est-ce que vous aviez toujours été attirée par ce milieu? Non, jamais. C'est un concours de circonstances qui m'a amenée là. J'ai juste participé à un défilé créé par le département événementiel de ma fac. Et à partir de là, j'ai été repérée par mon agence mère et tout a commencé. 1 an plus tard, vous décrochiez votre premier gros contrat. Qu'est-ce que vous avez compris assez rapidement suite à cette première expérience? Je ne pensais pas du tout que je pouvais être lancée dans ce milieu-là, parce que je ne suis pas très grande, je fais 1m72, je fais 1m38. Voilà, ce qui est normalement prohibé dans ce milieu. J'ai commencé par 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être grâce à mes cheveux, c'est peut-être grâce... je ne sais pas, j'aimais bien me prendre au jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas partir à Paris. Et je suis descendue à Paris et j'ai tenté ma chance. Parce que vous descendiez d'où, vous? De Lille. De Lille. Je viens de Lille. D'accord. Donc, vous avez tenté votre chance. Et ça s'est plutôt bien passé. C'était assez effrayant parce que personne ne croyait en moi. Même mon agence mère ne croyait pas en moi. On me disait, attention à toi, t'as rien à voir là-bas. On a besoin de filles qui font 1m80, une taille 34-36. Et je me suis quand même dit, je veux quand même essayer parce que ça me plaît, j'ai la niaque, je sens que je peux y arriver.
Et je crois que j'ai bien fait parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne faut pas forcément faire 1m80 et une taille 34 comme on voit sur les podiums. Il y a différents types de mannequinat. Moi, j'excelle dans la photo, la beauté, tout ce qui est cosmétique et également lingerie, Donc sport. ça veut dire que vous avez beaucoup minci pour faire du 34 ou que vous avez conservé votre taille 38? Au tout début, on m'a forcé à maigrir, on me forçait à prendre mes mensurations tous les lundis matins. Et je me rendais compte que en faisant des régimes, mon mental en pâtissait, je devenais triste, je pleurais souvent. Il y avait quoi, une pesée à l'agence? Ouais, il y avait des pesées, il y avait un contrôle régulier des mensurations. Et ça me plaisait pas, j'avais pas envie de... Je comprenais pas, parce que je travaillais quand même, mais on me demandait de maigrir. Alors je suis persuadée qu'avec 10 kilos de moins, je travaillerais 4 fois plus. Mais c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. J'aime bien qu'on m'accepte comme je suis, et ça marche. Et ça fait plusieurs années que je travaille et qu'on m'accepte comme je suis. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce que... Donc ça veut dire que vous vous êtes rebellé, que à un moment donné, vous avez refusé les pesées en disant j'assume mes kilos en trop? J'ai changé Enfin, en d'agence. Je suis partie de mon agence qui était très mode pour me consacrer à des agences beaucoup plus commerciales, pour faire plus de publicité, pour faire plus de cosmétiques. Je travaille beaucoup avec mes cheveux aussi. Et C'est votre vraie couleur, j'imagine? c'est ma vraie couleur, oui. Et Ça s'appelle comment d'ailleurs? C'est quoi, blond vénitien? un blond vénitien, un roux, ça dépend. Et voilà. Et là, je me suis dit, en fait, ce qui m'éclate vraiment, c'est le mannequinat à travers la photo. Et moi, les podiums, ça m'intéresse pas. Et déjà, je suis pas faite physiquement pour ça. Et voilà. Depuis, j'ai trouvé mon créneau. Et je refuse de maigrir pour un contrat. Je refuse de m'affamer pour un contrat. C'est hors de question. Je mange. Ça a été long, j'imagine, pour parvenir jusqu'à cette sérénité. Ça a été très long. Je suis tombée de haut. Des fois, j'ai voulu tout abandonner. J'ai souhaité rentrer chez moi et tout arrêter. Puis j'ai remis le pied à l'étrier. Et puis d'autres agences ont recru en moi. Et puis j'ai décroché des super contrats pour des marques géniales qui, petit à petit, m'ont amené à rencontrer d'autres agents. Ces agents qui ont cru en moi. Et maintenant, quand on demande une fille qui fait un 38, ça existe parce qu'avant, il n'y en avait pas. On va découvrir maintenant un témoignage rare. Enfin, un autre témoignage rare, parce qu'ils le sont tous. Celui de Thierry, ou plutôt du colonel Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Madame. Pendant 13 ans, vous avez été officier de la DGSE, la Direction Générale de Sécurité Extérieure, le service donc de renseignement extérieur de la France. La règle principale, lorsqu'on fait partie de ce service, c'est bien évidemment, de garder le secret sur tout ce qui s'y passe. Comment se fait-il que vous soyez sur notre plateau aujourd'hui? Tout d'abord parce que vous m'avez invité, Madame Davant. Je suis quelqu'un de très poli, donc... Et puis surtout, le thème de votre émission... Hein. J'ai hésité, c'est vrai, j'ai hésité. Mais le thème de votre émission colle parfaitement au livre que j'ai écrit l'année dernière. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas ne pas participer à cette émission pour continuer à dire que malgré ou derrière certains métiers qui, comme vous le dites, font rêver, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui souffrent et qui font souffrir d'autres personnes. Et c'est mon cas, j'ai fait souffrir mes enfants et ma femme. Alors, pour aller vite, on pourrait dire que vous avez été une sorte de 007 à la française. Non, ça vous plaît pas cette comparaison? Je suis désolé, mesdames, mais 007, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. C'est vrai? Pourquoi? Parce que ce sont des clichés, ce sont des très beaux clichés d'ailleurs qui sont très commerciaux, qui font vendre, qui donnent une belle image de ce beau métier, parce que c'est un très beau métier, agent de renseignement ou agent action. Mais il faut bien que vous compreniez que la réalité, elle est tout autre. Que moi, les hôtels 4 étoiles, je ne les ai jamais pratiquement vus. Et les James Bond Girls? Jamais. Non. Jamais? Jamais. Non, Dommage. comme je disais à un de vos collaborateurs, je passais le plus clair de mon temps la nuit avec des grosses araignées ou avec des bestioles qu'avec des James Bond Girls. Vous avez bien fait de venir sur notre plateau, n'est-ce pas, Élodie? Sophie. Bon, bref. Non, c'est un faux cliché, Ouais. mais la réalité, elle est vraiment tout autre. Et je pense que vous me poserez des questions là-dessus tout à l'heure. Oui, je pense aussi. Alors, vous aviez 28 ans, vous étiez lieutenant parachutiste lorsque vous avez reçu un coup de téléphone qui allait changer votre vie. Qui était au bout du fil? Alors, effectivement, c'était un grand tournant de ma vie d'homme. Je ne dis pas forcément ma vie professionnelle, ma vie privée, puisque toute ma vie a basculé à partir de ce coup de téléphone.
que cette personne se présente au téléphone en me disant « Écoutez, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, vous nous intéressez ». On discute 30 secondes et puis il me dit « De toute façon, j'ai besoin de votre réponse demain matin ». Et, vous nous intéressez, on vous a dit pourquoi faire? Pour rentrer au service action. Et là, vous vous êtes dit quoi? Là, je me suis dit d'abord, je fais partie de ces rares officiers qui n'avaient pas beaucoup de connaissances de ce milieu-là. Moi, j'étais quelqu'un de, je dirais, un officier parachutiste saint-cyrien qui était prévu pour une carrière tout à fait normale. Et là, on me propose quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Qu'est-ce qui vous distinguait des autres? Pourquoi on vous a remarqué, vous? Aujourd'hui, je n'ai toujours pas la vraie réponse. Je pense que mon honnêteté, mes qualités foncières d'homme, j'étais très humain, et je pense l'être toujours d'ailleurs, grâce à mon livre, je l'explique. Et ce côté aventurier, oui peut-être, mais qui l'a détecté? Comment cela s'est produit? Je ne le sais pas. Qui avez-vous eu au téléphone? Alors j'ai rencontré cette personne des années après, bien évidemment. C'était l'officier, c'était un commandant qui était en charge du recrutement, donc des officiers et des sous-officiers de ce service. C'est quelqu'un qui s'était renseigné, qui a fait des enquêtes, et, voilà, dont c'est le boulot. C'est le travail, exactement. Très bien. Donc cet homme attendait votre réponse le lendemain matin. Quel souvenir gardez-vous de la soirée et de la nuit? D'une très longue nuit. D'une très très longue nuit. En fait, j'ai pas dormi de la nuit. Vous étiez marié à l'époque? Je venais juste de me marier. Ouais. Je venais juste de me marier. Vous avez parlé à votre femme? Alors je l'ai réveillé à 2 h du matin. Parce qu'à l'époque, les portables n'existaient pas. Donc je l'ai réveillé à la maison et puis je lui raconte donc ce qui venait de m'arriver. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux donner comme réponse? J'ai dit, je ne sais pas, il faut que je donne la réponse à 8 h du matin. Elle me dit, écoute, c'est ta vie, c'est ton plaisir, fonce. Et j'ai foncé. Vous aviez le droit d'en parler à votre femme d'ailleurs? À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui, parce qu'en fait, rien n'était enclenché. Donc quand même, vous vous êtes écouté et vous vous êtes dit, bon, ça va être une aventure, une expérience qui sort de l'ordinaire. Partir à l'aventure. Voilà. Donc vous avez dit oui. Oui? Oui, j'ai dit oui. Donc vous avez reçu l'ordre de vous présenter à Orléans, au centre parachutiste d'entraînement. C'était le 1er septembre 1987 et l'aventure a commencé. Qu'avez-vous appris pendant vos années de formation? J'ai surtout appris à vivre seul. À vivre seul parce que ce métier, on est amené à partir en mission souvent seul ou au maximum en binôme, à 2. J'ai appris à aller au bout de ma résistance physique et de ma résistance psychologique. Qu'est-ce qu'on vous fait subir comme exercice pour apprendre ça? Je ne rentrerai pas dans le détail de cette formation parce que ce n'est pas le but de donc l'émission. C'est une formation physique et psychologique. Oui. C'est-à-dire qu'on vous met dans des situations qui vous demandent un répondant, de réagir. Et on étudie votre réaction, bien évidemment. Oui. Ça doit être costaud. Fait des erreurs. Et on fait des erreurs pendant la phase d'entraînement. Et c'est fait pour ça, d'ailleurs. Et j'en ai fait. Des erreurs. Ouais. Et puis après, on vous entraîne aux filatures, j'imagine? Oh oui, c'est du technique, ça. C'est pas grand-chose, la filature. Pourtant, on aimerait bien en savoir plus. Je pense que là, par contre, à contrario de James Bond, vous voyez des films français et américains qui vous montrent des filatures, c'est la vérité. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Après, c'est du technique, hein. Je ne rentrerai pas non plus dans le domaine, il y a encore des choses confidentielles. Est-ce qu'il y a tout un tas de gadgets, comme dans James Bond, des montres un peu bizarres, des trucs qui se déploient partout et tout ça, non? Un petit peu, oui, bien sûr. Ah, quand même. Un petit peu. Bon. Quand vous dites que c'est un métier, il faut apprendre la solitude, ça veut dire que vous avez été beaucoup coupé de votre famille? Oui, c'était le gros problème. C'est ça l'envers de la médaille, l'envers du décor qui est terrible, c'est que bien souvent, vous partez. Alors, tout le monde pense que ce sont des missions de 3 jours, 4 jours, mais ça peut être des missions de 7 mois. Et dans certaines missions, c'est quand même l'horreur. Donc, quand vous rentrez, vous n'êtes plus le même homme. Vos enfants, ils ont grandi, ils ne vous reconnaissent pas. Vous avez des choses à dire à votre épouse, dire ce que vous pouvez dire. Donc, non, c'est pas si simple que ça. Vous avez dû aussi démontrer quelques talents de comédien. Par exemple, apprendre à faire des crises d'épilepsie.
Que moi aussi, je suis comédien. Très bien, mais non, mais attends, moi j'ai mon petit côté de James Bond aussi, tu verras. Il a quand même un sourire à la Robert Redford, il est quand même assez irrésistible. Ah ouais, non, mais Élodie, on se calme, là, je la vois derrière. J'admire le charisme, rien à voir. Bonjour. Oui, vous savez, dans le montage d'une opération, il arrive qu'on demande à certaines personnes de faire diversion. Comme dans les films, ça c'est vrai, donc faire une diversion. Et je me souviens que je n'ai jamais su si c'était un entraînement ou si c'était une opération, c'est ça aussi une des particularités, c'est qu'on m'a demandé de faire une diversion dans une ville, dans une capitale européenne. Et on m'avait dit, il faut que pendant 10 minutes, la population qui est dans le restaurant ait les yeux braqués sur toi. Voilà, donc j'ai simulé une crise d'épilepsie, et puis quand j'ai fait les 9 minutes 30, j'ai dit bon, merci, je vais bien et je suis parti. Mission était remplie. Mais c'était une belle crise d'épilepsie. Bon, je ne vous demanderai pas de, non. de nous montrer. J'ai passé l'âge. À quelle situation avez-vous été confronté, par exemple, en 1990 ? Alors, une fois de plus, cette question, elle touche vraiment le cœur de votre sujet du thème, c'est l'envers du décor, c'est le revers de la médaille. Vous êtes agent de renseignement, je préfère ce terme-là qu'agent secret. Vous êtes envoyé dans un pays X, Y, Z, et devant vous se passe une scène difficile. Vous voyez un enfant qui est en train de se noyer, et vous ne pouvez pas bouger. Parce que si vous bougez, vous allez être questionné par les pompiers, les policiers, et donc votre identité va être quelque part dévoilée. Et derrière tout ceci, il y a un énorme mécanisme. Ça vous est arrivé ? Oui. Donc dans ces cas-là, on se sent quoi ? On éprouve se sent minable, madame. Ouais. On se sent minable. Et mes convictions religieuses, je suis très croyant, mes convictions religieuses ont été extrêmement mis à bas. Ça veut dire que ça vous a ébranlé au point de douter de votre avenir dans ce métier ? Non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais j'ai douté de moi, j'ai douté de mes failles psychologiques. J'ai douté de mes capacités à résister, oui. J'ai travaillé. Des cas de conscience comme celui-ci, vous en avez connu beaucoup ? Je n'aurais pas cette prétention-là, mais les quelques que j'ai connus m'ont fait extrêmement mal, oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que, dans ce livre, j'essaye d'expliquer à mes enfants, parce qu'eux n'ont pas compris, ma fille n'a pas compris pourquoi son père a toujours été absent, pourquoi son père n'a jamais été présent pour toute sa jeunesse, pourquoi son père, à un moment donné de sa vie, de sa carrière, a sombré dans l'alcool, pourquoi à un moment donné, son papa et sa maman... Pourquoi vous avez sombré dans l'alcool ? C'était pour moi un palliatif dans certaines missions, dans certaines horreurs. Vous l'avez pratiqué combien d'années, ce métier ? 13 ans. Mais pourquoi, si c'était si dur à supporter, alors que vous étiez parachutiste, vous auriez pu changer de spécialité, j'imagine. Oui. Vous auriez pu décider d'arrêter avant. C'est ce qu'on appelle l'addiction. Ah d'accord, c'est de l'addiction. Vous étiez addict au travail, à ce type de métier. On est accro, bien évidemment. Ah d'accord, vous étiez accro. Mission en Afrique. Ça, c'est le retour. Fatigue, réflexion. 35 ans. Vous n'étiez pas soutenu psychologiquement ? Si, comme je le disais à un de vos confrères journalistes, nous sommes soutenus avant et après, mais pas pendant la mission. Pendant la mission, vous êtes quelqu'un d'autre. Et quand vous êtes confronté à un génocide avec des centaines de milliers de morts, la puanteur, vous êtes tout seul et vous avez votre mission à remplir. Voilà. Et donc, c'est le genre d'horreur qu'on ne peut pas partager avec la personne qui vous est le plus proche, c'est-à-dire votre femme. Ma femme ne savait pas où j'étais. Jamais. Non. Elle savait à peu près combien de semaines ou de mois je partais, mais c'était tout. Mais elle voyait bien à mon état quand je rentrais de ce qui s'était passé. Ouais. Et les enfants, vous leur disiez quoi ? Rien. Vous faisiez quoi comme métier pour eux ? J'étais militaire, tout simplement. Ouais. Papa n'est pas là, papa est en manœuvre. Et c'était des manœuvres qui pouvaient durer 3 mois, 4 mois, 7 mois. J'imagine que ça a dû mettre votre couple en péril ? Oui, plusieurs fois. Vous nous raconterez tout à l'heure ? Oui. Raphaël, vous nous avez fait tout à l'heure le récit de votre formidable ascension au sein du Stade français. Vous avez longtemps fait sensation sur le terrain, mais pour y arriver, vous n'avez pas hésité à maltraiter votre corps. À cette époque, à quel point étiez-vous avide de performance ?
comme vous le dites? Étant donné qu'on veut appartenir au groupe, on met complètement de côté la douleur. Il y a le déni de la douleur physique et psychologique. Et on revient de blessure en blessure en voulant appartenir au groupe, en voulant prouver, en voulant montrer. Et on met complètement de côté la douleur. C'est-à-dire que moi, je me suis pété le bras en faisant un bras de fer. J'ai été paralysé pendant 8 mois. Et on m'a mis une plaque des vis. Du moment où le doigt a rebougé, je me suis remis sous les barres et je suis reparti. Un bras de fer comme ça? Ouais. Ça, c'est pas malin. Ouais, à quel moment? Même pas en jouant au rugby? Non, c'était en 2003. On était à HEC qui était partenaire du club et il y a 2 BDE qui se rencontraient et il y en a un qui... Donc les élèves sont montés sur scène et on était 3 rugbyman pro. Ils ont dit, il y en a un qui va vous prendre sur son bras faible et celui qui résistera le plus longtemps gagnera un voyage. Donc j'ai fait 4 bras de fer et au 4e, fracture de fatigue et voilà, l'humérus pété. Tout ça pour dire, voilà, la plaque posée, je suis reparti sous les barres, mais bon, après, il y a le physique s'est usé, et un jeune vieux à 25 ans. Voilà. Donc, cela fait 6 ans que vous avez quitté le terrain. Ouais, maintenant, ouais. Quelles séquelles vos années d'excès vous ont-elles laissé? Je pense que c'est pas des séquelles, à la limite, les séquelles physiques, ça va, j'ai perdu un peu de poids, j'accepte mon corps et ça va, même si j'ai des douleurs au bras, j'ai des séquelles sur les épaules, mais à la limite, ça va. Je pense que la pire douleur, c'était la fracture psychologique, c'est-à-dire comme du jour au lendemain, j'avais tout donné à ce club pendant 7 ans et du jour au lendemain, on m'a dit, écoute, t'es plus bon, t'es une vieille bagnole à 25 piges et tu dégages. Donc c'est vraiment une fracture, c'est vraiment une espèce d'abandon, quoi. Et j'étais un gamin, donc c'est vrai que j'ai eu l'impression Comment vous êtes reconstruit alors? Vous dites que vous avez découvert les livres, la lecture, les livres. Quel genre de livres? Des livres un peu spirituels, vous avez lu? Il y a eu l'épanouissement personnel, il y a eu Jung, il y a eu Sartre, Spinoza, il y a eu... Tout seul? Vous avez découvert ça tout seul? C'est grâce à un journaliste en 2007 en fait qui m'a fait découvrir, qui m'a parlé, il m'a fait un schéma sur une petite serviette, il m'a dit voilà, ça c'est le paraître, ça c'est l'être, toi t'as été ça, maintenant il faut que tu découvres ça. Pour trouver l'équilibre entre les deux. C'est Richard Esco. Richard Esco, qui est à la fois philosophe et journaliste sportif que j'adore, qui est un mec à l'ancienne et que j'aime beaucoup, l'importance des anciens. Ouais. Et puis j'ai rencontré cette femme avec qui j'ai été pendant 5 ans et qui m'a fait, elle avait 21 ans, mais était férue de livres et m'a fait découvrir Sartre. Et de Sartre est arrivé Spinoza, et Spinoza m'a fait découvrir Zarathustra avec Nietzsche. Et puis je suis parti, j'ai fait 5 ans sur mon canapé, j'ai failli devenir clochard, mais plus pour la volonté de me prouver encore. Après, j'ai travaillé pour les Restos du Cœur, j'ai écrit un bouquin. Cette femme dont vous parlez d'elle au passé, c'est terminé? Oui, parce que justement, si je finis un petit peu le processus sur les 5 ans, il y a eu le... Vous viviez de quoi pendant ces années-là? J'ai été au RSA pendant 4 ans. On m'a beaucoup aidé, j'ai une personne qui m'a beaucoup aidé financièrement. Mais après, là aussi, j'étais dans le déni, c'est-à-dire que je ne me rendais pas compte de l'argent que je n'avais pas. J'ai eu une découverte de 16 000 €. Et puis voilà, des gens ont cru en moi sur un livre que j'étais en train d'écrire, un livre qui est sorti en 2011, qui s'appelait Quand j'étais Superman. Mais j'étais encore beaucoup dans la théorie. Et voilà, donc j'ai continué l'approche philosophico-psychologico-spirituelle qui m'a vraiment défoncé le cerveau, mais j'étais vraiment dans la théorie. Et un jour, cette femme m'a dit, écoute, voilà, t'es devenu un peu un vieux con, donc c'est fini. Et ça, c'était au mois de septembre de l'année dernière. Et voilà, et là, j'ai pris la claque qu'il fallait justement pour passer un peu, je pense, en mode adulte. Parce que c'est vrai, comme je vous le disais, de l'extérieur, j'avais le bon discours, mais à l'intérieur, chez moi, je disais, non, mais là, faut faire ça. Nietzsche, il a dit, faut faire ça, faut faire ça. Je suis devenu dogmatique, je le dis vraiment. Et elle m'a mis face à ma réalité. Et vous savez, un peu dans la mythologie, en général, c'est on rentre dans la forêt et qui nous fait sortir de la forêt, c'est une femme. Donc voilà, je me permets de lui rendre hommage parce qu'elle m'a permis de m'ouvrir les yeux. Oula, voilà, vous l'aimez encore, non, cette femme? Pardon? Vous l'aimez encore? C'est la femme de ma vie. Et voilà, mais bon, après, ça sera personnel. Mais voilà, elle m'a permis de... Vous la voyez plus? Si. Ah, vous l'avez revue? Oui, on s'est revus. Et voilà, mais là, justement, là, je garde ça sur la... Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a beaucoup de choses qui ont été dans la volonté aussi de partager pour vraiment humaniser le sport. Parce que quand on parle de sport et l'arrêt de la carrière, on voit toujours le sportif qui galère. On dit, normalement, il part avec son argent, ça devrait aller. Non, ça ne va pas. Pour beaucoup, la plupart des sportifs, ça ne va pas. Sauf qu'on pense aux sportifs et on ne pense pas du tout aux gens qu'il y a autour. Bon, alors là, vous dites... Juste, vraiment, pour moi, c'est vraiment important, c'est de dire que voilà, l'approche psychologique, elle est autant importante pour le joueur ou pour le sportif ou pour la sportive que pour les personnes qu'il y a autour. Parce qu'elle en a pris, vraiment plein la tronche. Et je pense moi, à vous entendre, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous montez pas pourquoi vous proposez pas vos services à des clubs de sport? Vous montez pas un cabinet? Alors aujourd'hui, ma démarche, c'est que le bouquin est sorti en 2011, il a très bien fonctionné. Et depuis 2 ans, je vais à la rencontre des jeunes dans les centres de formation. Mais vous en vivez? J'en vis, je fais des conférences en fait, c'est une espèce de one-man show spectacle où je raconte, en mettant un peu d'humour aussi, parce que sinon ça peut vite devenir pesant quand on raconte les 6 blessures, les 6 finales loupées, on dit c'est un chat noir. Mais j'ai réussi à mettre 33 ans de vie en 1h30,
condensé et que j'offre justement et aux jeunes et aux joueurs en activité. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes passé du dogmatisme à la pratique? Voilà. Vous avez fait des équations, vous êtes parvenu à mettre en application? J'expérimente en fait. Je pense que la vie, c'est aussi d'expérimenter à travers les expériences que j'avais eues avant, la théorie que j'ai eue pendant 5 ans et le mix entre... Je vais vous parler de passion et de raison. La raison que j'ai trouvée dans la théorie et la passion de l'enfant. Je fais un mix et puis voilà. Pourquoi vous n'allez pas voir le Racing, par exemple, où vous jouiez, en proposant vos services Mais c'est ce que je fais. Accompagner psychologiquement les joueurs? Le problème, c'est que dès qu'on parle de psychologie dans le sport aujourd'hui, c'est l'éducation judéo-chrétienne où on met tout à l'extérieur. En gros, à l'enfant, il faut prouver à nos parents. Après, il faut prouver en religion, il faut prouver que voilà, on rentre dans un cadre. Après, à nos professeurs, à nos référents. Personne ne nous apprend à croire en nous. Et je pense que la psychologie dans le sport et le mental dans le sport permet de croire en soi. Surtout en France. Comment vous expliquez que, comme par hasard, dès qu'il y a des gros enjeux nationaux, quand joueur de tennis, etc., dès qu'il y a un joueur français en demi-finale... Parce que je pense que l'encadrement reste dans la... Yannick Noah, oui, mais qui est dans la compétence. Il a des compétences. Et en revanche, il gagne en Australie. Oui, mais... C'est comme le rugby, il y a des rugby en équipe de France, voilà, il y a des échecs et voilà, on n'arrive pas à être régulier. C'est-à-dire qu'on va faire une performance à un moment donné et derrière, mais il n'y a pas cette continuité. Mais est-ce que vous avez conscience qu'il y a un boulevard devant vous, là, si vous arrivez à développer cet aspect-là c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me donner la légitimité d'avoir été un bon joueur, mais aussi d'avoir fait de la merde. Bien sûr. Et accepter quand on est dans la toute-puissance d'avoir fait de la merde, c'est très difficile, surtout dans un sport très masculin où l'aveu de faiblesse est dans la vie en général, hein. Oui, mais pour une femme, pour vous c'est peut-être logique, mais pour un homme qui est dans une caricature... Non, pas pour une femme, pour tout le monde, c'est difficile. Oui, vous remarquez bien que là, mais on le voit même en politique, on reste bien dans une hiérarchie de pouvoir, où c'est celui qui est la plus grosse, ou c'est celui qui représente le plus, qui a raison. Le problème, c'est quand je parle de compétences et quand je vois des entraîneurs de rugby et des managers, ce ne sont pas des coachs. Donc ils restent dans le pouvoir. Quand je leur parle de psychologie, ils restent dans le pouvoir en disant mais non, ça c'est notre boulot. Yvonne, vous allez avoir du mal aujourd'hui, je le sais. Hein. Je vais vous dire, je crois, Raphaël, si je peux vous donner juste un petit conseil. Vous avez d'abord été prisonnier des dictats par rapport à votre corps et ensuite vous avez été prisonnier des dogmes. Il n'y a pas d'unité en vous, il n'y a pas cet alignement corps-esprit. D'un côté, il y a le corps à qui on donne des ordres et vous y répondez et vous êtes dans l'excellence. Ensuite, on vous donne l'idée de vous occuper de votre être. Et résultat, vous lisez Spinoza, Sartre, etc. Mais tout est théorique. Donc, j'ai envie de vous dire, renouez avec vos affects. La reconnaissance, elle est en vous. Elle est en moi, mais elle est aussi dans le regard des autres. On n'est rien sans les autres. Donc oui, mais... Aujourd'hui, c'est de se donner, d'avoir confiance en soi pour donner à l'autre. J'ai toujours été dans la représentation. Aujourd'hui, l'idée, c'est de croire en moi, chose que je fais au fur et à mesure. C'est en enchaînant les conférences et en voyant aussi l'impact que ça peut avoir sur les gens. Non pas qu'ils pensent comme moi, mais qu'ils arrivent à penser par eux-mêmes. Mais dans la toute-puissance, on n'a jamais confiance en soi. Les êtres qui ont des égos surdimensionnés, ils sont fracturés à l'intérieur. Donc la véritable confiance en soi, elle est à l'intérieur de soi et elle émerge de soi. Mais ce que vous dites par rapport à... C'est peut-être l'apparence que je donne, mais ce que vous dites par rapport à ce que je suis aujourd'hui, l'équilibre entre le corps et l'esprit, c'est ce qui se travaille aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Il est en train de s'aligner. Et c'est un travail, c'est un vrai travail. Maintenant, et honnêtement, ça peut produire un joli spécimen. Ah oui, parce qu'il y a de la sensibilité. Je veux dire d'alignement. Oui, mais de ne pas rester dans ce dont vous parlez justement de la toute-puissance, parce que sinon on veut sauver le monde, et c'est là où... C'est ce que j'ai voulu faire dans le rugby. On voit les cicatrices, d'où le titre du bouquin que j'ai écrit quand j'étais Superman. C'est tous les rôles de héros que j'ai joués pour porter le monde. Au bout d'un moment, basta. J'ai l'impression que c'est un discours qui parle à Thierry. Je vous ai vu réagir sur les propos d'Yvonne. La véritable confiance en soi doit partir de soi. Ça vous a fait réagir, ça? Oui, ça m'a fait réagir parce que je pense que j'ai effectivement eu beaucoup de problèmes psychologiques et qu'à un moment donné de mon existence, j'ai eu besoin d'un soutien psychologique que je n'ai pas eu. Donc je me suis réfugié à l'intérieur. J'ai eu des palliatifs comme l'alcool, mais il m'a suffi un petit peu comme Raphaël, d'une gifle. Une gifle qui m'a réveillé et qui m'a fait comprendre que j'étais dans le déni, j'étais pas bien axé et que c'était là. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous étiez accro à ce boulot et pourtant vous le payez cher en ne voyant pas votre femme, vos enfants, en devant être témoin de scènes absolument insoutenables. Donc pour supporter, vous buvez et donc tout ça, ça dure des années. Quelle est la gifle dont vous nous parlez ? La gifle, c'est mon départ de mon dernier métier,
puisque j'étais à un poste d'officier militaire français détaché à Monaco, avec un poste assez important. Et à un moment donné, cette belle aventure s'arrête. Elle s'arrête net. Prenez une gifle. Pour On dit quelle raison merci. elle s'arrête? Je n'ai jamais su les vraies raisons, et puis je ne tiens pas à les savoir. De toute façon, c'est terminé. Mais j'ai fait ma propre analyse. De toute façon, madame psychologue va certainement me questionner. Donc, suite à cette gifle qui a été salvatrice pour moi, elle m'a vraiment sauvé. C'est-à-dire? Je suis là devant vous. Non, mais pourquoi cette gifle, elle a eu quelle incidence? Elle a eu l'incidence de me faire comprendre que j'étais tombé dans une spirale infernale dont j'étais incapable, seul, de m'en sortir. Donc l'alcool, l'éloignement de votre foyer. Les nuits, les paillettes, etc. Ah, parce que vous connaissiez ça aussi? Les nuits, les paillettes? Monaco, c'est pas... Je veux pas rentrer là-dedans, mais je préfère rester dans le problème crucial psychologique que cette gifle m'a remis dans l'axe. Disons, m'a donné l'ordre de réfléchir et de me re-axer. Et c'est pour ça que je suis parti en Afrique pendant quelques mois. Et cette période d'Afrique... Avec votre famille? Non, tout seul. J'ai dit à mon épouse, si tu veux me revoir, si tu penses que il y a encore quelque chose à tirer de moi, laisse-moi partir, j'ai besoin de me ressourcer. Donc, de faire le point, je suis parti avec ma cantine, je suis parti travailler en Ouganda pour les Casques Bleus, dans un travail purement logistique. Mais pendant ces 4-5 mois, je me suis désintoxiqué, tout seul. Je me suis reconstruit, j'ai fait un énorme travail de mémoire. J'ai vraiment tout restructuré mon cerveau, toute ma vie passée. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'explique à mes enfants, que j'explique à ma femme le pourquoi du comment j'en suis arrivé là. Voilà. Et le livre en a découlé. Voilà. Mais cette période d'Afrique, elle a été vraiment salvatrice pour moi parce que j'ai tissé le cocon de l'horrible papillon, l'horrible larve que j'étais. Et en fait, à la fin de ces 4 mois, je pense que c'est un joli papillon qui en est sorti. Alors, il y a quelques jours, vous nous avez reçus chez vous, au bord de la mer, l'occasion pour nous de rencontrer votre femme et de revenir en images sur toutes ces années passées dans l'ombre. Hier ne meurt jamais, c'est le titre du sujet que nous vous avons consacré. On regarde. Pendant plus de 10 ans, Thierry a vécu loin de sa famille. Bonsoir chérie. Non, ça va? Ça a été ta journée? Oui, très bien. Aujourd'hui, à 55 ans, il ne souhaite plus perdre une seconde. Et ça commence par des plaisirs tout simples avec sa femme. Ah, qu'on est bien ici. Hein, ça nous détend. Une dure journée de travail. Maintenant, on se détend ici. En rentrant dans les services secrets à 28 ans, Thierry était loin d'imaginer la vie qui l'attendait. Nous n'étions absolument pas préparés à cette vie maritale, séparée, très rapidement. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment... il fallait qu'on fasse tout, qu'on fasse le maximum de choses en très peu de temps. Quand il rentrait en plus, il n'était pas pleinement détendu, puisqu'il avait souvent vécu des moments difficiles. Et même, il avait des cauchemars. Donc c'était totalement différent. Aujourd'hui, même s'il a tourné la page, Thierry garde précieusement ces quelques clichés qui le raccrochent à son ancienne vie. Cette photo du premier CP où je suis heureux, souriant, j'ai 24 ans à peu près, je suis tout jeune lieutenant, je sors d'école. Et à cette époque-là, quand la photo a été prise, je ne peux pas penser qu'un jour je vais être contacté par les services de renseignement, les services secrets. À l'époque, s'il est recruté par la prestigieuse DGSE, ce n'est pas par hasard. Il fait partie des parachutistes, l'élite militaire. Au cours de sa carrière, il participe à plus de 60 opérations secrètes à travers le monde, dont une qu'il tient à nous raconter. C'était une mission confidentielle en Afrique. Et comme nous en faisions beaucoup, mais je ne me permettrai pas de dire le libellé de la mission, ni même le lieu exact. Malgré les années, Thierry a gardé la culture du secret.
Nous avions passé une nuit complète d'infiltration en jungle. Et nous avions dû passer avec mon collègue, mon camarade de mission, dans des endroits extrêmement pénibles. Et nous sommes arrivés au petit matin donc, dans cette clairière. Et nous étions exténués, fourbus, des ampoules plein les Rangers. Et le petit bonheur, ça a été justement de se nettoyer les pieds et de s'enlever les ampoules. Un métier hors du commun qui a privé Thierry trop longtemps de ses enfants. Celle-ci, elle est très importante parce qu'elle montre un visage, elle montre l'envers de cette fonction d'agent de renseignement, d'agent opérationnel où la famille lui manque. La famille manque énormément et quand on a un petit peu de temps, eh bien on l'accorde à 100% pour la famille. Et pour moi, c'était des très très grands moments de passer avec mes enfants qui étaient tout petits à l'époque, entièrement et 100% avec eux. L'envers du décor, c'est aussi la boisson. Loin de sa famille et sous pression permanente, Thierry a peu à peu sombré dans l'alcool. L'année dernière, il a écrit ses mémoires afin que sa femme et ses enfants le comprennent enfin. Le point très important était que mes enfants connaissent bien leur papa. Parce que lors d'une mission, je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose maintenant, jamais ils ne sauront qui j'ai été vraiment. Son passé d'agent secret, ses enfants ne l'ont appris que l'année dernière. Allez. Un choc pour Arnaud, 21 ans, le plus jeune de la fratrie. Tu l'as fini le livre? Bah bien sûr que je l'ai fini. J'ai pris une claque quoi. Une claque, une bonne claque, pas une mauvaise gifle. Non, une bonne, mais j'étais vachement surpris. Enfin, de tout, j'ai compris énormément de choses. Je t'en ai voulu, mais je peux que te pardonner en ayant lu tout le bouquin, quoi. Enfin... Merci. Ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup souffert moi aussi d'avoir compris que je vous avais fait souffrir. Donc si vous avez compris et que vous m'avez pardonné, donc le but pour moi est atteint. Mais on t'a pardonné. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vous ai protégé, je n'ai pas voulu, même à ta mère, je n'ai pas voulu vous en parler, ça servait strictement à rien d'essayer de vous faire comprendre pourquoi je partais et que je ne pouvais pas vous dire où j'allais ni quoi que ce soit. Donc c'était vous protéger. Quand on me demande aujourd'hui, tu es fier de quoi? La première réponse, c'est je suis fier de mon père. Et puis rien d'autre. Et fier de ma mère aussi, parce que mine de rien, il faut avoir du cran quand même pour être femme d'agent secret pendant 13 ans. Donc ouais, chapeau à elle aussi. C'est beau à voir. Ça doit vous faire plaisir que votre fils vous pardonne. Et malheureusement, il manque ma poupette, il manque ma petite... Qui a quel âge? Elle a 26 ans bientôt, enfin elle a 25 ans. Ils font quoi vos enfants? Alors Arnaud, que vous avez vu sur le reportage, se destine pour une carrière de cinéma. Il va être acteur, il a déjà tourné 2 films. Je crois qu'il est doué. Et puis ma fille, elle, actuellement, travaille dans une agence comptable à Nantes. Et elle fait son petit bonhomme de chemin. Et elle me rejoint la semaine prochaine. Je suis très, très content qu'elle vienne. Alors vous faites quoi aujourd'hui? Actuellement, je donne mon temps pour les autres. Vous êtes retraité? Oui, je suis retraité. On vous a jamais proposé de faire du cinéma? Si, je disais justement à mon ami, de par mes anciennes fonctions à Monaco, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnalités, des Miss France. J'ai rencontré des acteurs de cinéma, j'ai rencontré des producteurs, dont notamment Dick Wolf, qui produit des séries télévision américaines et qui m'avait proposé donc de tourner. Et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas à l'époque. Ça ne m'intéressait pas, parce que j'appréciais le travail que je faisais. Mais aujourd'hui? Pourquoi pas?
En tout cas, je pense que vous avez un physique intéressant. Plus, ça prouverait que je suis quelqu'un qui va d'aventure en aventure et j'aime ça. Voilà. Donc mon fils cinéma et ma fille à Nantes. Voilà, je suis très heureux pour l'instant. D'aventure en aventure, mais il y a quelque chose que j'aimerais juste souligner chez Thierry. Parce que quand on a été habitué à être dans une cuirasse où réside le secret et les traumatismes non soignés, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on est dans une forme d'autodestruction. On est habitué finalement à la violence, on est habitué au traumatisme, et comme on l'a pu à l'extérieur, on l'intériorise en soi et on s'autodétruit. Vous avez tout à fait raison. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque je me prends cette gifle, pendant quelques secondes, j'ai pensé au suicide. Je l'ai eu, j'ai eu mon arme, elle était devant moi, j'y ai pensé. Bon, je souhaite à personne de vivre ces quelques secondes, mais il y a eu un sentiment, un phénomène d'autodestruction, et l'alcool en est la preuve. Voilà. Le tout, c'est d'en sortir vivant et de se dire, j'ai réussi, je suis fier d'en être sorti. Je pense que vous avez encore plein de choses à faire. Merci. Marie-Astrid, si vous avez tenu à témoigner aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé de partir en croisade contre les diktats de la mode. De quelle manière vous y prenez-vous pour leur tordre le cou à ces diktats? J'ai été confrontée à différentes expériences, donc de très bonnes comme des très mauvaises. L'année dernière, je me suis retrouvée en Thaïlande pour faire des photos. Et une fois arrivée là-bas, arrivée sur le plateau, et ces lumières, et on m'entend un billet de retour pour la France, en me disant « écoute, t'es trop grosse, ça va pas le faire ». Et l'humiliation en plateau a duré 2-3 heures. Je suis rentrée en France et j'ai eu un goût amer dans la bouche et je me suis dit pourquoi il m'est arrivé ça? Après, ça faisait quand même 6 ans que je faisais ça. Je comprends pas, ça m'est déjà arrivé de me relever, mais là, j'y arrive pas. J'étais à l'autre bout du monde avec 8 heures de décalage, je savais parler à personne. Et je me suis dit, je vais ouvrir un blog. Je pense avoir la légitimité aujourd'hui pour parler de mon métier à des jeunes filles qui veulent devenir mannequins. Et voilà, ça fait 1 an et demi que je le tiens. J'arrive à échanger avec des jeunes filles qui veulent savoir comment on perce, est-ce qu'il faut faire confiance à telle ou telle personne. Je préviens aussi les parents sur ce blog. J'explique qu'il ne faut pas arrêter ses études, il faut veiller de près à leurs enfants parce que c'est un métier fait de requins, c'est sûr. C'est un métier aussi très beau qui m'a emmenée du jour au lendemain assez loin dans le monde. Je suis partie en Nouvelle-Zélande, je suis partie un peu partout. Ma mère était très effrayée et j'ai pas envie que d'autres mamans soient effrayées comme ma mère l'a été. Donc je préviens, ce blog s'adresse à tout le monde. On parlait de certains excès en plus, comme le thigh gap. Le thigh gap, oui. Thigh gap. C'est un phénomène actuel qui me dérange un peu. C'est un souci morphologique. Les jeunes filles veulent absolument avoir un écart entre les cuisses en ayant les pieds joints. Ce phénomène a été déclenché par notamment les mannequins podium. Ces mannequins qui mesurent 1,80 m et qui font du défilé, mais qui sont souvent très jeunes, donc pas encore entièrement formés. Donc forcément, ce genre de morphologie peut arriver. Mais moi, j'ai 24 ans, je n'ai pas de taille gap et tout va bien. Enfin, je ne vais pas m'affamer pour avoir un écart entre les jambes qui est soi-disant à la mode. Et comme je le dis, être ronde n'est pas un synonyme d'être moche et être belle n'est pas être mince. Et je veux vraiment défendre ça parce que beaucoup de gens pensent que dans le milieu de la mode, la minceur rime avec la beauté, alors que pas du tout. Donc on peut avoir cet écart entre les cuisses et voilà, c'est pas, ça me choque un peu et je refuse de m'affamer pour avoir un contrat ou un écart entre les cuisses. Toute une histoire, c'est beaucoup plus que de simples témoignages. Pour quitter la Syrie, on a marché à pied. Et quand on a traversé la frontière, il y avait l'armée jordanienne, des soldats jordaniens qui ont sauté devant nous. Pour 3 secondes, j'ai pensé, comme mon petit frère, que c'était des soldats syriens. Parce que si c'était des soldats syriens, on aurait été morts. C'est une histoire de partage. Est-ce qu'on peut aller chez vous, parler de votre parcours? Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même une grosse galère. Est-ce que si vous aviez eu connaissance de la réalité avant, votre choix aurait été le même? Reculer, c'est un échec. Quand tu viens, il faut l'affronter. Une histoire d'émotion. Là, ça a été... le monde s'est arrêté pour moi. Ça a été le coup de foudre total. J'ai jamais ressenti ça. C'était vraiment... waouh! Pour moi, ça a été tout un bouleversement. Une histoire de sincérité. Je crois que Bénédicte illustre
bien cette générosité et ces passeurs d'humanité que vous êtes. On sent cette rage de réussir. Une histoire que l'on écrit avec vous depuis 10 ans déjà. Je suis enceinte du 3e. Pauvre.